Bonjour les amis, je suis en train de faire la mise au point et là normalement l'autofocus n'autofocusera pas et c'est ainsi que je vous accueille presque maintenant hebdomadairement, donc toutes les semaines. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le grenier pour un nouveau JT. Alors cette fois-ci ce sera un JT du lundi soir. Je m'en excuse, je reprendrai à partir de la semaine prochaine pour les vidéos le rythme normalement traditionnel et normal de la vidéo du dimanche soir. Alors cette semaine dans le JT de l'écho et dans le JT du grenier, un sujet qui est prêt depuis quelques jours, en fait depuis le 4 juin, dirons-nous, puisque le 3 juin, il y a la directrice générale du FMI qui a fait un discours dans lequel elle a annoncé le grand reset. Alors, doit-on dire le reset, le reset, le reset? Eh bien, en fait, non, on dit le reset. Voilà, pour la bonne prononciation en anglais, reset. Quelque chose comme ça, puisque certains ont eu la gentillesse de m'en faire la remarque, mais que voulez-vous, on dit reset et on ne se refait pas, donc je continuerai à dire le grand reset, le grand reset, avec un R, un I, un Z, un E et deux TE à la fin, le reset, voilà. Alors, c'est Kristalina Georgieva, qui est la digne successrice de Madame Christine Lagarde, qui est devenue la gouverneuse. La successrice, la gouverneuse, bon, voilà, hein, Schiappa parlait de la première ministre, pourquoi pas première ministresse, hein, moi allons jusqu'au bout de la logique de la féminisation, donc on ne sait plus trop ce qu'on doit dire. Bon, en tout cas, c'est la patronne du FMI et elle a remplacé Christine Lagarde, qui elle-même est à la tête de la Banque Centrale Européenne, et ça veut bien dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a fait un speech, donc un discours, et ce speech et ce discours, vous pouvez le retrouver sur le site du FMI, puis vous dans l'édito de demain sur l'édition gratuite du site insolentiae.com, je vous en ferai la traduction, et c'est intitulé The Great Reset, le grand reset, la grande réinitialisation, parce que reset, ça veut dire réinitialiser en anglais. En fait, c'est un terme purement informatique, hein. Je réinitialise, je reboote le système. Le grand reset, c'est la grande réinitialisation. Et le FMI, c'est le Fonds monétaire international, et donc logiquement, quand le FMI vous parle de grande réinitialisation, il ne vous parle pas de la grande réinitialisation de la Banque Centrale Européenne, il ne vous parle pas de la grande réinitialisation de l'industrie automobile, ou de la remise du compteur à zéro de vos impôts locaux. Le Fonds monétaire international, il vous parle évidemment, a priori, d'une grande remise à zéro monétaire, et donc d'une réinitialisation monétaire. Alors justement, nous allons parler un petit peu de monnaie cette semaine, et je pense que c'est important de vous expliquer ce que c'est que la monnaie, comment on compte les différentes catégories de monnaie, parce qu'il y a différentes catégories de monnaie. Et pourquoi on utilise différentes catégories de monnaie? Eh bien pour calculer ce qu'on appelle la masse monétaire. Et la masse monétaire, c'est quelque chose de super important, parce que c'est le nombre de sous qui est en circulation, hein, globalement. La masse monétaire, c'est le nombre d'unités de sous, d'unités d'argent, d'unités d'une monnaie qu'il y a en circulation dans le monde. Et évidemment, tout ce qui est rare est cher, d'accord? Vous connaissez cette loi économique qui vaut depuis la nuit des temps, tout ce qui est rare est cher. Pourquoi? Parce que vous prenez les masques en période de pandémie, les masques, quand il n'y en a pas qui sont rares, ils sont chers. Et si vous voulez encadrer le prix des masques quand tout le monde en veut parce qu'ils sont rares, vous n'aurez pas de masques. Et si vous voulez des masques, il faudra payer le prix pour avoir des masques. Et donc résultat, pendant la pandémie, pendant le
pire de l'épidémie et pendant le pire du confinement où tout le monde voulait des masques, il n'y avait pas de masques en France. Ils étaient rares et chers et comme on ne voulait pas payer, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui qu'ils sont moins rares, ils sont beaucoup moins chers, il y en a beaucoup trop et plus personne n'en veut et ils ne valent plus rien. Et le cours du masque est en train évidemment de s'effondrer. Donc ce qui est rare est cher. Et si je vous dis ça, c'est pas un hasard, je vous le dis et je vous le répète. Pourquoi ? Parce que c'est pareil pour la monnaie. Une monnaie qui est rare est une monnaie qui est chère. Comprenez par là qu'elle a une valeur, elle a un pouvoir d'achat. Une monnaie qui est très abondante, eh ben, elle est moins chère. Et donc si elle est moins chère, elle a moins de pouvoir d'achat. Elle vaut moins pour chaque quantité de la même monnaie. J'aurai moins de choses où je devrais avoir plus de quantité de cette même monnaie pour acheter la même chose. On appelle ça l'inflation. Mais en réalité, l'inflation, c'est quoi ? C'est la hausse des prix. On peut voir l'inflation comme la hausse des prix. On peut voir l'inflation évidemment aussi comme la baisse du pouvoir d'achat de votre monnaie. Alors, regardez ici, vous avez ces cercles. Ces cercles, en fait, vous en avez 4. Le premier, c'est ce qu'on appelle la base monétaire. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vous le dis quand même. La base monétaire. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle, alors en monnaie, on appelle ça des agrégats. Des mots très compliqués pour dire des choses très simples. Vous appelez ça tout simplement une catégorie de monnaie où dans votre masse monétaire, une partie de cette masse monétaire, ça s'appelle un agrégat. Et donc le premier agrégat, c'est la base monétaire. Le second agrégat, c'est M1. Puis vous allez avoir M2, et puis vous allez avoir M3. Et donc, ça, voilà, M3, ça, globalement, c'est la masse monétaire en circulation dans votre pays au sens large. Alors, la base monétaire, c'est les billets et les pièces en circulation. Vous allez le retrouver également dans M1, ça se chevauche. Et donc là, ici, vous allez retrouver notamment dans la base monétaire les réserves auprès de la Banque centrale ou de l'IFM, c'est-à-dire le FMI. Les facilités de dépôt qui peuvent être faites, bon, ça, vous mettez ça de côté, c'est pas très intéressant, c'est technique, on s'en fiche un peu. En fait, la vraie monnaie, elle va commencer dans M1, les pièces et billets, c'est-à-dire les sous que vous avez très concrètement dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille, ça rentre dans la catégorie M1. Et les dépôts à vue, c'est-à-dire les sous que vous avez sur votre compte, donc on va dire le cash, les espèces, que ce soit sous forme sonnante et trébuchante ou que ce soit sous forme de relevé de compte dans votre banque, ça va être M1. Et puis M2, vous allez rajouter des dépôts à préavis, c'est-à-dire par exemple, des dépôts préavis supérieurs à 3 mois, des dépôts à terme supérieurs à 2 ans. Donc là, ce sont des placements. Les dépôts à terme, par exemple, vous pouvez... Si vous confiez à votre banque un dépôt à terme à 2 ans, vous vous engagez entre guillemets sur 2 ans à bloquer vos sous, etc. etc. Si vous avez un plan épargne logement qui est bloqué pendant 4 ans, les sous sur votre plan épargne logement, il va rentrer dans les dépôts à terme inférieurs à 2 ans. Donc non, il va rentrer dans M3 supérieur à 2 ans. Vous voyez, donc ça va être ce genre de choses pour catégoriser les différents types de monnaies. Bon, en réalité, votre PEL, je pense qu'il va rentrer plutôt quand même dans M2, ça serait plus logique, c'est du dépôt bancaire. Mais bon, la logique, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, on va vous mettre un délai de temps, des créances supérieures à 2 ans, inférieures à 2 ans, une obligation à 30 ans de l'État français. Alors ça, c'est pas des choses que vous et moi, on achète en direct, si vous voulez. Ce sont des choses qu'on va acheter, évidemment, à travers un contrat d'assurance vie, à travers notre fonds euro. C'est dans notre fonds euro qu'on aura des obligations à 20 ans ou à 30 ans de l'État français, par exemple, des OAT. Et donc ça, vous le retrouverez ici dans M3. Vous ne le retrouverez pas dans M1 ni dans M2. Donc, l'ensemble de tous ces dépôts, de tout cet argent émis, épargné, utilisé, eh bien, ça forme la masse monétaire. Et cette masse monétaire, c'est donc la quantité d'argent en circulation. Et si la création monétaire suit à peu près la croissance économique, eh bien, tout va très bien. C'est-à-dire qu'on a une base monétaire, on a une masse monétaire qui est en corrélation avec l'activité économique et la croissance. Donc, ma foi, tout va bien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'hyperinflation, de mouvements inflationnistes, de dévalorisation de monnaie. Voilà, votre masse monétaire, quand elle est en adéquation avec votre croissance économique et que tout ça, c'est aussi en adéquation avec votre endettement, tout se passe bien. Mais là, c'est pas tout à fait cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Ici, ce que vous voyez, c'est la baisse tendancielle de la croissance. Alors ça, c'est
c'est les taux de croissance. Là, ici, on est en 1960, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000. Hein, donc, c'est pour vous montrer que la croissance diminue de manière tendancielle depuis les années 60. On a atteint au début des années 70 les plus hauts taux de croissance. La courbe violette ici, c'est les États-Unis. La courbe plutôt verte ou bleue, je ne sais pas de quelle couleur vous la voyez, moi je la vois presque bleue, c'est la France. Et vous voyez qu'évidemment, que ce soit aux États-Unis ou en France, on a le même comportement de baisse tendancielle de la croissance à travers les dernières décennies. On parle encore une fois de 1960 à 2018, 2020, je vous en parle pas, la croissance ça va être moins 11%, donc aux États-Unis pareil, hein, le PIB va être négatif, donc on va passer en dessous en plus ici de 1, de 0, là c'est le 0 et on va passer en dessous. Voilà. Donc quand on va mettre à jour ce graphique, on va se rendre compte qu'en plus on est passé sous 0. C'est vous dire si le mouvement de fond consiste à avoir une tendance de croissance de moins en moins forte et qui tend de plus en plus vers 0. Nous avons un problème structurel de croissance économique. Donc la croissance baisse tendanciellement dans le monde, pas qu'en France, pas qu'aux États-Unis, c'est pareil partout. Et au même moment, que se passe-t-il? Regardez, 1960, 1980, on est là, 2000, on est ici, 2010, c'est la crise des subprimes. Bon, je dis 2010, la crise des subprimes, on le sait, c'est 2007, etc. Mais globalement, là aussi, vous avez un peu d'inertie entre le moment où vous avez une crise, le moment où on injecte de la monnaie, et le moment où la masse monétaire augmente, et le moment où ça se voit dans les graphiques. Vous avez un petit décalage, donc on va dire qu'ici, on est plutôt 2009. Hein. 2009, ça commence 2008-2009, et d'ailleurs, c'est l'explosion de la bulle des subprimes de 2007, mais qui entraîne la faillite de Lehman Brothers. Et c'est la faillite de Lehman Brothers qui entraîne une expansion monétaire. Et donc, regardez, depuis 2010, en gros, donc là, on est à une base monétaire d'1 million d'unités, et on va passer à quasiment plus de 5 millions aujourd'hui en 2020, avec cette première énorme augmentation ici qui aboutit presque à un doublement. Ici, on est sur la base monétaire, le premier petit cercle, c'est-à-dire c'est l'augmentation, essentiellement, c'est l'augmentation du bilan de la Banque centrale. Et ici, c'est Fred, c'est le site de la Banque centrale américaine qui vous donne les statistiques. Hein. Vous tapez Fred, Monetary Base sur Google, et vous arriverez sur ce site qui est le site fédéral, hein, de statistiques de la Réserve fédérale. Et vous pourrez avoir ces graphiques vérifiés par vous-même, et donc vous avez une explosion évidemment de la base monétaire. Si on se réfère au petit schéma que je vous ai fait tout à l'heure, M1, M2, M3, et qu'on prend les différentes catégories de monnaie, eh bien logiquement en fait, vous voyez, plus le cercle il est petit et plus il est proche de la base monétaire, plus la création monétaire va se transmettre rapidement, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Et plus on va être dans le dernier cercle, c'est-à-dire M3, plus ça va mettre du temps, évidemment, à venir se matérialiser. Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure où on va avancer, entre la base monétaire, vous avez vu très visuellement l'augmentation. Là, on est sur M1, vous voyez l'augmentation, elle est également sensible ici, mais elle est quand même elle commence déjà à être un petit peu moins visible, mais en tout cas tendanciellement 1960, là on est on est proche de zéro. Il faudra attendre 1995 pour passer les 1000 milliards de dollars de M1, et donc là aujourd'hui en 2020 on est à 5000, tout en sachant que si on compare à 2010, on était à 1500. Donc vous voyez, on était ici en 2010, vous voyez ce qu'on vient de faire dans la dernière décennie. Donc dans la dernière décennie, on a ça versus ça. Regardez, c'est hyper visuel, quoi. On a fait ça d'augmentation contre ça d'augmentation en 40 ans, quoi. Et ça d'augmentation en 10 ans. Donc évidemment, là, ce à quoi vous assistez, c'est un emballement de la création monétaire. Et c'est important, et c'est pour ça que je voulais vous partager tous ces graphiques, pas pour vous dire c'est ça la vérité, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est, voilà de quelle manière est écrit l'avenir. On verra
on va émettre des hypothèses, on va partager des réflexions ensemble, des analyses, mais ce qui est sûr, c'est que là, factuellement, je voulais vous montrer cet emballement de la création monétaire. Et quand on est conscient de cet emballement de la création monétaire, eh bien, évidemment, on va commencer à avoir des perceptions, des analyses et des hypothèses de travail qui vont être évidemment différentes du commun des mortels, qui n'a pas compris que la masse monétaire était en train de croître de manière tellement considérable qu'on pouvait imaginer que nous allions aller vers quelques menus problèmes d'ordre monétaire, d'où ce grand reset annoncé par Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. Donc M1 explose, et donc oui, je voulais vous donner cette petite explication, c'est logique. Et donc M1, souvenez-vous, c'est le cash, c'est les billets que vous avez, c'est les billets et la monnaie que vous avez dans votre portefeuille et sur votre compte en banque. Et l'État fédéral américain, je vous rappelle, on est sur Fred, c'est les États-Unis, c'est lié aux chèques qui sont versés, 2000 $ par famille, non par personne, par famille, je sais plus, enfin bon, c'est énorme. Ils payent tous ceux qui sont en confinement, et heureusement, parce que sinon, ça serait une explosion sociale sans précédent. Donc, le gouvernement fédéral a donné des aides d'urgence, calquées un peu sur ce qu'on a donné, nous, à nos indépendants, à nos auto-entrepreneurs, etc., à nos petits patrons de boîtes qui ont tous pu recevoir, enfin, pas tous, non, justement, mais en tout cas, un certain nombre recevoir un chèque de 1500 € par mois pendant les 2 mois de confinement, ce qui leur a permis au moins de tenir et de pouvoir faire les courses et alimenter la marmite, payer le loyer et surtout aussi faire à manger et voilà, et ne pas se retrouver non pas à la rue, mais en tout cas à ne même pas pouvoir assurer les dépenses les plus quotidiennes. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils donnent les chèques, donc c'est pour ça qu'on a cette explosion ici de M1. M2 maintenant, alors vous voyez M2, et ben M2, l'augmentation elle est moindre là. Et pourquoi elle est moindre? Parce que ce n'est qu'une partie, là après, c'est la partie qui va être épargnée si vous voulez, donc ça va monter évidemment, mais ça va monter beaucoup moins vite, et pourtant, ça, vous le voyez bien, il y a quand même une augmentation, elle est assez logique. Elle est liée à quoi? Elle est liée à l'argent épargné, elle est liée à ce qui commence à arriver quand même un peu sur les marchés, dans les banques, etc. Là, pareil, vous voyez cette augmentation considérable. En 2000, on est sur une base de 6 000 milliards, et là aujourd'hui, sur M2, on est à 18 000, on vient de dépasser les 18 000 milliards de dollars, c'est des chiffres absolument considérables. Et nous arrivons à M3, et vous voyez M3, évidemment, la petite augmentation là liée à l'épidémie de coronavirus, c'est dans M3 qu'elle est la plus faible, et c'est assez logique. Je ne sais même pas comment je dois lire ce chiffre de 18 suivi de 3, 1, 2, 3, 4, de 12, donc 4 fois 4, de 16 zéros, voilà, donc 18 suivi de 16 zéros, je ne sais pas, mais enfin bon, ça c'est la masse monétaire totale, et vous voyez que ici, en 2007, donc j'avais pris la date exprès pour le graphique, donc 2007, pour avoir un marqueur temporel, début de la crise des subprimes, on est à 7217, donc on va dire 7000, et aujourd'hui on est à 18 000. Voilà, donc c'est là aussi une augmentation considérable et un emballement considérable. Ici, je vous rappelle, on est en 1960. Donc de 1960 à 2007, on fait ça de création monétaire. Et de 2007 à aujourd'hui, on fait ça de création monétaire. Donc évidemment, on en fait autant en 50 ans qu'en 10 ans. Voilà, je crois qu'il faut vraiment avoir ces ordres de grandeur en tête pour comprendre ce qui va arriver. C'est pas tout. Donc ça, c'est la masse monétaire. La masse monétaire explose. Et la masse monétaire explose, mais vous le mettez en corrélation, et c'est évidemment logique, avec la dette. Et la dette qui est multipliée par 3 depuis 2005. Donc 2005, on est là. Donc on va dire qu'on est à peu près à 8 000 milliards. Et on va passer à 24 000 milliards, globalement. D'accord? Donc de 2005 à 2020, eh bien on a une multiplication par 3 de l'endettement. Voilà, alors c'est notamment via la création de dettes que nous avons évidemment de la création monétaire. Mais vous voyez que cette création monétaire,
qui est le corollaire de création de dette, qui est la conséquence de création de dette, ne repose pas du tout sur une création de richesse ou sur une croissance qui augmente, puisque tendanciellement, la croissance baisse. Donc nous avons des émissions de dette qui font augmenter la masse monétaire, on a multiplié par 3, et nous avons une division par 3, par contre, du taux de croissance, et même maintenant plus, puisque nous arrivons dans des taux de croissance négatifs, puisque nous sommes en pleine récession, et donc quand même il y a un rebond, évidemment, globalement, on est sur une croissance zéro cette dernière décennie, ou pas loin, si on raisonne en moyenne. Alors regardez, pareil, ça c'est la dette, alors ça ici, c'est la dette par président américain. C'est assez intéressant. Nixon, Carter, Reagan. Donc vous voyez là, on parle de sommes qui sont super faibles. Clinton en 2000, d'accord ? Ces années 2000, Clinton, il n'y a quasiment pas d'endettement. Il y a des budgets excédentaires sous Clinton avec la bulle Internet, etc., etc. On parle de budget excédentaire. Bush 1 et 2, Obama, alors on voit qu'avec Obama, l'endettement commence à augmenter énormément, et c'est logique, puisque c'est la crise des subprimes. Et donc sous Obama, on paye la crise des subprimes. Sous Bush, on avait commencé à payer quoi ? On avait commencé à payer le coût du 11 septembre, donc les attentats du 11 septembre 2001, suivis par les guerres américaines, guerre en Afghanistan, guerre en Irak. Donc ici, avec Bush, cet endettement qui augmente, c'est quoi ? C'est évidemment le coût des guerres américaines au Moyen-Orient, où, vous savez, les Américains ont décidé, avec une immense bienveillance, une grande gentillesse, d'exporter la démocratie à tout le Moyen-Orient, à coup de bombes et de bombardements. Donc ça a coûté cher. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, c'est notamment en partie évidemment le coût du 11 septembre 2001 et de tout ce qui a suivi après. Ensuite Obama, ensuite Trump, où vous voyez ça continue, et là c'est les prévisions pour la suite 2020-2030 en gris ici, et on n'envisage pas franchement une diminution de la dette. Ça, c'est des prévisions qui sont faites par le CBO, et le CBO, c'est le centre de contrôle des dépenses du Congrès américain, donc c'est une source également on ne peut plus officielle. Donc elle explose vraiment, cette dette, parce qu'évidemment le mouvement s'accélère et s'emballe, et qui dit explosion de la dette, vous l'aurez compris, dit explosion de la masse monétaire. Donc, résumons, la croissance tend vers zéro, la masse monétaire explose, l'endettement explose. Évidemment, vous avez bien compris la relation entre les deux. Trop de dettes, pas assez de création de richesse égale insolvabilité, c'est assez logique. Je rembourse ma dette avec mes revenus futurs. C'est ce que vous faites, vous, pour votre crédit immobilier. Vous achetez, on vous prête, la banque vous prête tout de suite vos 150 000 euros en moyenne pour acheter votre maison, que vous allez rembourser sur les 20 prochaines années à coût de 1 000 euros par mois. Et ces 1 000 euros par mois, ce sera vos revenus futurs des prochains mois pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, vous allez payer 1 000 euros tous les mois. Alors vous espérez que votre salaire, je vous dis n'importe quoi, qui aujourd'hui est de 3 000 euros, puisque si on vous a prêté l'équivalent d'une mensualité de 1 000 euros par mois, c'est que vous gagnez 3 000 euros, pas forcément vous, mais en tout cas le foyer. Et donc, monsieur et madame, monsieur gagne 1 500, madame gagne 1 500. On peut, vous avez, donc monsieur et madame ont 3 000 euros, on peut prêter pour 1 000 euros de remboursement de crédit au couple monsieur-madame, et donc vous allez rembourser 1 000 euros sur vos revenus futurs pendant 20 ans. On espère évidemment que d'ici 20 ans, vos revenus futurs du ménage, ils seront passés de 3 000 plutôt à 6 000, et donc évidemment le coût, le pourcentage que représente votre remboursement d'emprunt va s'amoindrir dans votre budget global, qui lui va augmenter à mesure que vous avancez en âge et que vous avancez dans votre carrière professionnelle, et qu'on peut espérer que vous obtenez des augmentations, des promotions, des évolutions de carrière qui font que le couple, le ménage, le foyer va peut-être réussir à doubler ses revenus dans les 20 prochaines années. Mais quand ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de croissance et que les revenus ne s'améliorent pas, le remboursement de dette, lui, reste constant. Et puis alors vous imaginez, si en plus vous tombez au chômage, c'est-à-dire au niveau d'un pays, c'est l'équivalent d'une récession, d'accord ? Donc le moins 11% sur notre PIB, vous imaginez, c'est une baisse considérable de la richesse collective. Et donc,
c'est comme si vous tombiez au chômage, vous n'aviez plus de revenus. Et donc là, par contre, vos 1 000 euros, si vous gagnez plus 3 000 euros dans le foyer, mais 2 000, eh bien, le remboursement de la dette, ça se met à représenter 50% de vos revenus. Et ben, c'est pas rien, c'était exactement ce phénomène qui est arrivé à la Grèce, hein, où plus le PIB chutait et plus c'était la récession en Grèce, plus le ratio dette sur PIB se dégradait, pas parce que la dette augmentait, mais parce que la richesse, le PIB, lui, diminuait. Et donc, au final, le ratio dette sur PIB se dégradait de manière dramatique pour la Grèce, qui s'enfonçait chaque jour en plus dans la récession. Pour masquer tout ça, et bien évidemment, pour masquer cette faillite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On imprime de la monnaie, et la monnaie, quand on en imprime trop, encore une fois, tout ce qui est rare est cher, ce qui n'est plus rare n'est pas cher, ce qui est abondant est de moins en moins cher, et donc évidemment, que va-t-il se passer? Le prix de la monnaie, la valeur de la monnaie, le pouvoir d'achat monétaire va baisser, et c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Regardez, ça, ce sont des assignats. Les assignats... Les assignats, vous le voyez sans doute pas là, mais la loi punit de mort le contrefacteur. Ok, logique. Si vous faites un faux assignat ou un faux billet, on vous coupe la tête et on vous met en prison. Mais la nation récompense le dénonciateur. On a toujours adoré en France dénoncer, hein, et donc la nation récompense le dénonciateur. C'est-à-dire que les assignats, comme plus personne n'en voulait, ils avaient un cours forcé. C'est-à-dire qu'on obligeait les commerçants à prendre les assignats. Donc évidemment, les commerçants, ils ne voulaient pas de ce papier qui valait strictement rien parce qu'ils en imprimaient des tombereaux, et ils voulaient des bonnes pièces en argent ou des bonnes pièces en or pour vous donner une grosse miche de pain à la place, quoi. Bon. Et ils ne voulaient pas donner leur miche de pain contre du papier comme ça. Et donc, comme personne ne voulait évidemment accepter les billets, il y avait même marqué dessus, la nation récompense le dénonciateur, et récompense celui qui va dénoncer aux autorités les vilains commerçants qui refusaient de prendre ce papier monnaie. Donc, plus de papier, quand j'en imprime plus, là aujourd'hui on n'imprime pas plus de billets, mais on imprime plus de quantité de monnaie digitale, hein, c'est-à-dire il y a plus de monnaie en circulation, mais cette monnaie on ne la voit pas sous forme de brouette de monnaie comme dans les années 20 en Allemagne, on le voit sous forme d'inflation sur les marchés financiers, dans les actifs, dans l'immobilier, dans l'or, etc. Et donc tous ces prix qui montent, c'est parce que, en réalité, vous avez de plus en plus de monnaie en circulation. Et donc, est-ce que c'est les prix de l'immobilier qui montent? Est-ce que c'est les prix de l'or qui montent? Est-ce que c'est les prix des actions qui montent? Visuellement comme ça, on dit ah bah oui, ça monte. Oui, ou est-ce que c'est les actifs qui sont en train d'absorber cette nouvelle émission de liquidité? Ah, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que soit vous considérez que vous êtes face à une augmentation du prix de certains actifs pour des raisons saines, parce qu'il y a plus de demandes, parce qu'il y a plus de croissance économique, donc les gens achètent, ils n'ont pas peur du chômage, donc ils achètent massivement de l'immobilier, etc. Soit vous pensez que ce sont des gens qui empruntent de l'argent qui n'existe pas pour acheter un actif qui lui existe. Et dans ce cas-là, évidemment, vous êtes face à quoi? Vous êtes face à de l'inflation monétaire, mais elle ne s'exprime pas dans votre boîte de raviolis, que très partiellement, elle va s'exprimer de manière beaucoup plus forte dans le prix et la valeur des actifs, et c'est vieux comme le monde. Moins d'or ou moins d'argent pour la même valeur faciale, on parle du titre. Les empereurs romains, quand ils avaient des trésors qui étaient vides, quand ils émettaient une pièce, là où vous mettez 99% d'argent, après vous mettez plus que 90% d'argent pour la même valeur, et faciale, X deniers, la pièce de 10 deniers, elle avait plus que 90% de teneur en argent, puis après 80, puis 70, puis 50, puis après, il y avait quasiment plus d'argent dedans, et donc évidemment, c'était ni plus ni moins que de l'inflation monétaire. Et même avec l'or ou l'argent, on peut faire de l'inflation monétaire. Il suffit de mettre de moins en moins d'or et d'argent et des alliages dedans avec des proportions de métaux absolument pas précieux de plus en plus importantes. Donc vous baissez la teneur et vous obtenez exactement la même chose, de la création monétaire avec de l'or et de l'argent. Simplement, là, ça se voit. Vous ne pouvez pas le masquer, ça se voit. Votre pièce, elle n'a plus la même couleur. Votre pièce,
pièce elle a plus le même poids, votre pièce elle a plus la même densité, et donc vous pouvez le mesurer, vous pouvez le peser, et vous pouvez peser et mesurer la dévalorisation de votre monnaie, au moins quand vous êtes sur l'utilisation des métaux précieux, et c'était à l'époque ce qu'on appelait le bimétallisme, donc les deux métaux or et argent. L'absence de convertibilité par exemple, hein, encore une fois c'est vieux comme le monde de jouer avec la monnaie. Souvenez-vous, Bretton Woods, la fin des années, le début des années 70-71, fin des accords de Bretton Woods, l'or jusqu'en 1971 était convertible en or, et puis à un moment donné, ils ont voulu émettre tellement de dollars, ils ont dû créer tellement de dollars aux États-Unis qu'il a fallu cesser la convertibilité du dollar avec l'or, puisqu'ils se faisaient tout simplement piller leurs réserves d'or, puisque ceux qui avaient des excédents en dollars demandaient la convertibilité du dollar et donc rapatrier leur or, et notamment le général de Gaulle et la France qui étaient experts en revente de nos dollars, ont demandé systématiquement aux États-Unis de transformer nos dollars en or, et on envoyait la marine nationale à New York chercher directement auprès de Fort Knox et de la réserve fédérale les lingots que nous devaient les Américains quand on convertissait les dollars de nos excédents commerciaux en or sonnant et trébuchant. Donc, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé de la vélocité de la monnaie, et c'est important, la vélocité de la monnaie, vous voyez qu'elle diminue. D'accord, donc, et ça c'est assez cohérent avec la baisse de la croissance. C'est-à-dire que moins vous avez de croissance économique, moins vous avez de vélocité de la monnaie, donc de rapidité, de vitesse de circulation de la monnaie, je vous l'avais expliqué. Et là, nous avons évidemment l'évolution, donc ça se rapproche, ce graphique se rapproche évidemment de la base monétaire, puisque là c'est le bilan de la Banque centrale américaine, et vous voyez, ça explose également par création monétaire de nouvelles dettes et des rachats d'actifs. Et donc, on en arrive au grand reset annoncé par Georgieva, qui est la directrice générale du FMI, qui a remplacé Christine Lagarde, et qui dit « Et mon institution, le FMI, a également été créée à cette époque, lors de la conférence de Bretton Woods. » C'est intéressant ça, parce que lors de la conférence de Bretton Woods, on refait un système monétaire international. Et lors de la fin des accords de Bretton Woods, on refait encore un nouveau système monétaire international. Et quand Georgieva vous parle aujourd'hui dans son intervention de Bretton Woods, le message subliminal, c'est évidemment réforme monétaire. On est sur des points de réforme monétaire. Donc 1946, je crois, c'est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour les accords de Bretton Woods, 1971 pour la fin des accords de Bretton Woods, peut-être 2020, 2025, 2022, 2021, 2028, je ne sais pas, pour la fin du système monétaire actuel, qui est un système monétaire basé sur un système de change flottant où toutes les monnaies flottent les unes par rapport aux autres. Le moment est donc venu de passer à l'action et d'utiliser toutes les forces dont nous disposons pour tourner la page. Tourner la page de quoi? Du système monétaire actuel. Dans le cas du FMI, nous avons une capacité financière d'1 billion de dollars, on va dire de 1000 milliards de dollars, et un engagement considérable sur le plan politique. C'est évidemment... le FMI a des moyens, l'équivalent de 1000 milliards de dollars que le FMI peut affecter dans le financement d'une réforme ou la mise en place d'une réforme monétaire, mais aussi un poids politique considérable, puisque le FMI est l'une des plus grandes institutions financières et politiques mondiales. C'est le moment de décider ce que l'histoire considérera cela comme la grande réinitialisation, le grand reset, et non comme le grand retournement, le grand retour en arrière, si vous voulez. Et je tiens à dire haut et fort que le meilleur mémorial, le mémorial que nous puissions construire pour ceux qui ont perdu la vie dans la pandémie, est de construire un monde plus vert, plus intelligent et plus juste. Plus vert, plus intelligent et plus juste. Et donc là, vous avez une réforme monétaire qui se profile et qui sera justifiée par la nécessité, évidemment, de faire une transition écologique majeure avec un changement
complet de paradigme, notamment sur la production et la consommation de masse, plus intelligent, c'est-à-dire dans ce siècle de la connaissance, il va falloir donner de la formation massivement et investir massivement dans la formation des gens, dans les outils, dans les technologies, et on va décider de faire croître la technologie et l'intelligence qui par nature est illimitée, d'accord ? Vous pouvez plus vous allez accumuler de connaissances, plus vous allez faire croître vous n'avez pas de limite à la croissance de votre connaissance, alors que vous avez une limite à la croissance évidemment de votre consommation physique. La croissance est immatérielle, donc par définition, tout ce qui est immatériel peut croître indéfiniment dans un monde physique. En revanche, dans un monde physique qui est limité, on est limité à notre planète aujourd'hui, Elon Musk rêve d'aller sur Mars, mais tant que nous n'avons pas colonisé Mars, nous sommes enfermés sur notre petite planète, et dans cette petite planète, eh bien, la croissance physique, elle ne peut pas être illimitée, elle est limitée évidemment par notre pollution, par notre empreinte carbone, par les ressources qui sont forcément limitées, etc., etc. Donc, un monde plus intelligent. Pourquoi ? Parce que c'est ce monde de la connaissance. La connaissance est immatérielle, et comme elle est immatérielle, elle peut croître indéfiniment. Évidemment, plus juste, ça, plus juste, c'est le côté, politique de la chose. Évidemment, on ne va pas vous dire qu'on va faire une croissance injuste. J'attends de voir, parce que la conception de la justice sociale vue du FMI, je suis un petit peu sceptique. À chaque fois que le FMI est critiqué, il dit qu'évidemment il va faire une politique plus juste, mais enfin bon, à chaque fois il fait des politiques d'ajustement qui sont extrêmement brutales. Beaucoup de blabla, mais donc l'essentiel, vous l'aurez compris, c'est le rappel de Bretton Woods, qui était la dernière crise monétaire, le titre même de ce discours, le Grand Reset, The Great Reset, la nécessité d'une croissance verte, comprendre notamment qu'il n'y a plus de pétrole pour une croissance carbonée, et vous avez vu, il se passe beaucoup de choses sur le pétrole, la croissance physique qui est limitée, la croissance de l'intelligence qui est illimitée comme celle des connaissances. Au FMI, nous voyons des opportunités formidables, elle le dit dans son discours, là je vous cite, au FMI, nous voyons des opportunités formidables, comprendre, ne jamais oublier de profiter d'une bonne crise pour faire avancer ses objectifs politiques. Et enfin, une réforme monétaire du système international qui est inéluctable, mais pas encore là, avec ou sans la Chine, avec ou sans consensus mondial, rien avant de toute façon novembre 2020, évidemment les élections américaines, et d'ici novembre 2020, sans doute beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes, ce qui est assez logique. Est-ce que on va faire une réforme monétaire avec la Chine, ou est-ce qu'on va continuer à démondialiser sans la Chine, en fonction de qui l'emporte, Joe Biden ou Donald Trump? Évidemment, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même politique qui sera menée aux États-Unis, avec une démondialisation peut-être très forte d'un côté, ou quelque chose de beaucoup plus consensuel avec l'autre candidat qui est le démocrate Joe Biden. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais en tout cas retenez bien et surveillez bien ce qu'il se passe du côté du FMI. Le grand reset, c'est pas rien. Le terme a été prononcé le 3 juin très exactement par Georgieva, la directrice générale du FMI, et c'est loin d'être anodin. Ça méritait donc une vidéo à laquelle vous pouvez mettre évidemment un pouce bleu, que vous pouvez partager autant que vous voulez. Vous pouvez venir vous abonner sur insolentiae.com pour soit la lettre stratégie, espace boutique, soit tout simplement pour la newsletter, la lettre d'information gratuite quotidienne. D'ici là, je vous souhaite évidemment une excellente semaine, et puis on se retrouve dès dimanche prochain, et on retrouve le rythme normal de nos vidéos dominicales. D'ici là, un grand merci, un immense merci à vous pour votre attention. Navré pour les retards et les petites vicissitudes de ces 2 dernières semaines. On reprend le rythme normal. Prenez grand soin de vous, et la semaine prochaine, je pense que nous étudierons la piste de la seconde vague. À bientôt les amis. Merci, au revoir.